Alors Abdel l'a dit, on est en pleine élection pour le poste de présidente de la Chambre d'agriculture du Gard. Il reste que quelques jours pour voter pour les agriculteurs. Quelle est la tendance? Est-ce qu'à quelques jours de la fin du vote, les agriculteurs se mobilisent ou pas beaucoup pour l'instant? Alors, effectivement, on est en temps de campagne électorale pour les chambres d'agriculture, qui sont les chambres consulaires. Donc l'enjeu, il est sur évidemment à faire voter les agriculteurs, puisque c'est un temps privilégié de démocratie pour notre profession. Donc ce qu'on espère, c'est que beaucoup d'agriculteurs viendront voter, quelles que soient leurs idées ou leurs positions, de façon à ce que la Chambre d'agriculture ait une représentation importante, parce que je le rappelle, les chambres d'agriculture dépendent de l'État, du ministère de l'Agriculture, donc c'est le premier interlocuteur des services de l'État, et c'est important parce que suivant qui sera élu, ça insufflera la politique et le développement de la politique agricole sur notre département, mais aussi au niveau régional, voire national. Donc c'est un temps important. Justement, quel bilan vous défendez? Voilà, il y a 4 listes. Vous présentez pour briguer un second mandat de 6 ans. Quel bilan vous défendez sur le premier mandat que vous avez fait? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le poste de président est élu lors de la session d'installation. Donc effectivement, je suis la tête de liste d'une liste d'union, et ça j'en suis ravie, FDSEA, JA, Coopération Vignerons Indépendants. C'est le schéma classique qu'a connu le Gard depuis de nombreuses années. Donc une liste où il y a beaucoup de jeunes, ça c'est très important, et une vraie équipe représentant l'ensemble des territoires du Gard, l'ensemble des filières et toutes les agricultures. Donc ça c'est très important. Le bilan, on a eu, comme vous tous, 6 ans compliqués pour X raisons, et particulièrement pour l'agriculture. Moi j'ai attaqué mon mandat les premières semaines avec tout d'abord les feux sur Générac, les incendies, donc où beaucoup d'agriculteurs ont été impactés par ce phénomène. De suite après, on a eu un phénomène de grêle pendant l'été. Après, on a eu le gros épisode de gel qui a largement impacté tout notre territoire, en sachant que la viticulture est l'agriculture majoritaire sur notre territoire. Puis, comme vous tous, on a subi le Covid, on a subi la guerre en Ukraine, la crise économique, et je vous en passe des meilleurs. Donc, à un moment donné, nous, on avait un incident climatique majeur tous les 3 mois, qui impacte largement... Et cette élection, elle arrive un an après la crise des agriculteurs. On se rappelle des blocages, notamment sur l'autoroute A9. On en est où aujourd'hui après cette crise? Alors, on en est où? Des choses ont été obtenues, et particulièrement pour le Gard, grâce au réseau syndical FDSEA-JA, et notoire, notamment des exonérations de TFNB, une enveloppe quand même de 8 millions d'euros pour la filière viticole, où là on a fait... Et tout ça, ça a été versé, parce qu'on se rappelle qu'il y a eu des manifestations il y a quelques semaines où les agriculteurs étaient mécontents. Ce que je vous dis là, c'est effectivement, c'est du concret, ça a été fait. Donc, suite au mouvement, pour la filière viticole, une enveloppe de 8 millions d'euros qui est descendue sur notre département et qui a fait des jaloux, parce qu'on a été un des départements les plus dotés, et ça, on le doit à la force du réseau syndical, où là on a fait un travail, je dirais, du sur-mesure pour qu'un maximum, avec les services de l'État, c'est là où l'importance de la Chambre d'agriculture, avec les services de l'État, pour qu'un maximum de viticulteurs puissent abonder l'aide au bio, entre autres. Mais comme toutes les professions et comme tous les citoyens, nous sommes impactés aujourd'hui par la situation politique chaotique que nous vivons, et donc beaucoup de choses qui avaient été demandées et qui sont proposées dans la loi d'orientation agricole, qui devait être votée avant la dissolution, donc qui ne l'a pas été. Et donc, j'imagine, comme beaucoup de citoyens, nous attendons une stabilité au niveau national, de façon à pouvoir déployer toutes ces actions à travers la loi d'orientation. Et notamment, dedans, il y a la simplification administrative, entre autres, et beaucoup de choses dont je vous ferai grâce. Peut-être on en parlera plus particulièrement quand elle sera votée. On va pas revivre le même blocage que là en début d'année? Au niveau des agriculteurs, oui.
je dirais que le réseau syndical est en veille, mais aujourd'hui, pourquoi faire des blocages? Enfin, je dirais pas qu'on n'a pas d'interlocuteur. On a une ministre, c'est vrai, mais qui n'a pas de marge de manœuvre, puisque de toute façon, l'Assemblée, aujourd'hui, il y a, enfin, vraisemblablement, enfin, en tout cas, je le souhaite, une majorité. La loi d'orientation a été présentée au Sénat. Je sais qu'elle va être proposée au Parlement. Quid de ça? Donc, je sais que tout notre réseau syndical FNSEA-JA est mobilisé et est en attente, comme beaucoup d'entre nous. Pour finir sur ce sujet, qu'est-ce que vraiment, ce qu'ils vous disent au quotidien, parce que vous les rencontrez, vous êtes en pleine campagne, on l'a dit, les agriculteurs gardois, qu'est-ce que vraiment ils vous disent en premier? On sait qu'il y a beaucoup de revendications, mais clairement en premier, quelle est vraiment la détresse qu'ils vous racontent actuellement? Bon, la détresse, elle est majoritaire, c'est-à-dire qu'on a une corporation, une profession qui est fatiguée, qui est usée, notamment la filière viticole, pour des raisons peut-être différentes que les autres filières, mais toujours est-il que le sujet majeur, c'est la stabilité et le revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, il y a trop d'aléas et trop de choses qui rentrent en compte et qui font qu'on n'a aucune visibilité économique sur notre métier. Aucune profession ne supporterait ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a une possibilité au niveau de l'État, notamment dans le cadre de la transparence des marges. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, aujourd'hui, le prix payé aux producteurs n'a aucune commune mesure avec celui que paye le citoyen lambda. Donc on attend beaucoup aussi des citoyens par leur acte politique d'achat. Et aujourd'hui, il y a une démarche nationale qui s'appelle C'est qui le patron? Je trouve qu'il y a une démarche formidable, portée par des non-agriculteurs qui, eux, portent un discours de haut niveau et qui n'ont pas, je veux dire, qui pourraient être portés par des dirigeants et des représentants du monde agricole. Donc personnellement, je vais me rapprocher de ces gens-là pour voir comment ça fonctionne. En résumé, pour faire simple, c'est des gens qui ont mis en place une démarche. Le citoyen paye 2-3 centimes de plus son prix de lait, de litre de lait, mais ce qui permet de sauver la filière. Et ramener à l'année, c'est dérisoire. Alors peut-être que tous les Français ne peuvent pas avoir cette démarche, mais une majorité le peuvent. Et aujourd'hui, c'est un acte citoyen que de soutenir l'agriculture, pas que pour les agriculteurs, parce que c'est la question de nous tous, l'agriculture. D'abord, c'est ce qu'on mange tous les jours dans nos assiettes, c'est l'aménagement du territoire, c'est quand même pour le Gard la deuxième économie de notre département, dont dépend beaucoup le tourisme, qui est la première économie. Et puis, je veux dire, c'est notre culture, c'est notre façon d'être, et aujourd'hui ça représente beaucoup sur le département. L'Occitanie, qui est un des greniers de la France, a vu pour la première fois depuis 2 ans sa balance commerciale agricole rentrer dans le négatif. Ce n'est pas normal. Donc moi, je compte beaucoup sur les citoyens aussi. Nous, peut-être qu'il faut qu'on change de logiciel. J'ai un exemple simple. La filière rizicole, aujourd'hui, qui est à genoux parce qu'il y a des impasses techniques. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus produire quasiment plus de riz en France parce que ont été enlevées des molécules importantes pour permettre la production. Or, nos pays voisins européens, pour pas les citer, l'Espagne et l'Italie, ont ces molécules-là. Donc moi, on milite aussi, pas d'interdiction, sans solution. Ça veut dire qu'il faut mettre... Moi, on entend, nous, parce qu'on est les premiers concernés. Mais pour que ce soit une économie européenne loyale, en fait. Exactement. Donc ça... on a bien compris que on pourra jamais... les produits français auront toujours beaucoup de difficultés à être compétitifs pour des raisons sociales. Aujourd'hui, le SMIC en Espagne n'est pas le même qu'en Italie. Je vous fais grâce des pays méditerranéens. Où il n'y a pas de salaire minimum. Exactement. Donc ça, je pense qu'il faut changer aussi de logiciel dans notre communication et expliquer aux Français quels produits ils mangent, ils consomment, parce que les impasses techniques ne permettent pas certaines productions dans notre pays, alors qu'on a les moyens. Le riz, aujourd'hui 90% du riz que nous consommons est importé de pays qui sont bien loin d'avoir les mêmes restrictions techniques dans la production. Et obligations. Voilà. En effet. Donc, Magali Somad, on a beaucoup d'autres questions. On va avancer si vous voulez bien, parce que je vais donner la parole dans quelques instants à Corinne et à Corentin. Mais moi, j'avais une question qui concerne l'abattoir d'Alès. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de cet abattoir? Parce qu'on entend des choses un peu contradictoires. Ça va fermer, c'est en sursis, c'est sauvé. Alors, est-ce que aujourd'hui, ce midi, vous pouvez très clairement nous dire
où on en est de l'avenir de l'abattoir d'Alès. Tout à fait. Donc, l'abattoir d'Alès, là, aujourd'hui, est fermé. Donc, a subi une liquidation. C'est le cheminement. Bon, on a essayé, on a tout fait pour ne pas arriver à la liquidation. On n'y est pas arrivé. Là, on a la chance, aujourd'hui, d'avoir un repreneur. Donc, qui va, en tout cas, on le souhaite, reprendre cet outil. C'est bien engagé. Encore vendredi, j'avais une réunion avec les éleveurs. Ça, c'est une vraie nouvelle que vous nous apprenez aujourd'hui. C'est qu'il y a un repreneur qui est fiable. Qui est fiable. C'est un professionnel. Un repreneur privé, hein? Non, oui, aujourd'hui c'est un repreneur privé, mais là l'objectif on va organiser un collectif, donc la structure qui reprendra l'abattoir sera collective autour d'une SAS. C'est un partenariat public-privé pour que les gens comprennent, nos téléspectateurs? On espère public aussi, parce que il faut que les collectivités participent au capital de cette SAS qui va être constituée, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y aura les producteurs. Il y aura ce monsieur qui est un technicien professionnel de la viande, mais là, on est en train de travailler à une étape cruciale qui est l'obtention de l'agrément. Alors, l'abattoir d'Alès avait l'agrément pour fonctionner. C'est très technique, mais à partir du moment où il y a liquidation, il faut tout remettre sur la table. Voilà. Donc là, je dis clairement, c'est les services de l'État qui ont la clé de la réouverture entre leurs mains. Ce professionnel a mis des engagements, donc s'engage à faire les travaux nécessaires pour l'obtention. C'est un professionnel de la région? Oui, c'est l'ancien directeur de l'abattoir de Tarascon, qui aujourd'hui est le metteur en marché des productions locales, qui est sur Tarascon, qui a sa société commerciale. Oui, il a l'expertise et l'expérience, il a montré qu'il savait faire. Donc je pense que c'est une chance d'avoir quelqu'un du territoire, un professionnel qui fait ça depuis plus de 40 ans, et c'est ce qu'il nous fallait. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir dans la reprise. Évidemment, la Chambre d'agriculture accompagne le sujet avec les agriculteurs, parce que, et ce que j'ai dit à monsieur le préfet, ce serait incohérent de nous démunir de cet outil fondamental pour mettre en application la loi Egalim et les programmes alimentaires territoriaux. Et si tout va bien, vous espérez une réouverture courante de l'année? Alors, au plus vite, mais on a des injonctions administratives courantes. Mais ça, c'est sûr. Donc, moi, je dirais au mieux entre le 15 et le 28 février et mars. Mais ah oui, voilà. C'est très imminent. Donc, mais il faut aller très vite, parce que le danger qu'il y a, c'est de démunir cet outil des apporteurs majoritaires et qui font le volume. Donc, ces gens-là sont prêts à revenir à l'abattoir d'Alès, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'ils vont ailleurs, et là on leur demande des engagements financiers et dans le temps. Allez Corentin, votre question à notre invité Magali Somad. Alors j'en ai pas mal d'autres, mais Magali a été très complète sur pas mal de sujets. Du coup, ça me permet d'embrayer peut-être sur votre métier d'éleveur, de taureaux Camargue particulièrement, puisqu'il y a une épée de Damoclès non négligeable qui est au-dessus de la tête des manadiers et qui pourrait couper toute saison taurine à tout moment, ce sont les assurances. Oui. On a l'impression que les éleveurs, les élus, les principaux responsables sont englués sur cette question des assurances, qui ne souhaitent plus jouer le jeu. Et qui augmente très fortement le coût des assurances à l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dialogue qui se fait et les choses avancent sur ce sujet? Alors, précisément, ce que je sais, c'est qu'il y a une réunion qui doit se tenir, mais je ne sais pas si c'était vendredi ou vendredi prochain en préfecture sur le sujet. Je sais que tout le monde est mobilisé, mais moi je dis la solution, elle se trouvera collectivement. La profession ne peut pas porter cette question toute seule, pour des raisons économiques, mais comme pour bien d'autres sujets. Enfin, en tout cas, moi j'espère et je souhaite que la solution soit collective. Après aussi, il faut mettre tous les assureurs autour de la table, et il en va. Alors, en premier lieu, au-delà de la tradition de notre culture, il en va, et tu le sais plus que personne d'autre, de l'économie de ton territoire, puisque ce travail-là génère beaucoup d'économies, mais c'est pas particulier. Enfin, la difficulté n'est pas particulière à cette filière. Aujourd'hui, on connaît le marasme de la filière viticole pour d'autres raisons, et moi, vous savez, je suis de militante du collectif, et donc j'espère que collectivement, pour cette question-là, entre autres, on va arriver à trouver des solutions. Corentin, vous avez une autre question. On sait qu'il y avait potentiellement, de la part de nos sénateurs gardois, un projet de loi qui aurait pu être
mis en place pour notamment essayer de déresponsabiliser les élus et éventuellement aussi les managers en cas de divagation de l'animal sur un parcours. Alors c'est assez technique, mais c'est en cas d'échappée d'un taureau. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que les assureurs ne veulent plus assurer le moindre risque. Est-ce qu'aujourd'hui, nos sénateurs, nos députés des 2 départements, même 3, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, sont mobilisés pour remettre en place une telle PPL, puisqu'il y en avait une qui n'avait pas été acceptée il y a quelques années, portée par Françoise Dumas notamment? Alors, je sais que tous sont mobilisés. À quel niveau et dans la situation où on se trouve politique, je pense que c'est peut-être pas leur... je sais, oui, qu'ils sont mobilisés, qu'ils ont toujours été mobilisés sur le sujet, mais moi, aujourd'hui, je sais pas du tout où on en est et quel avenir donner. J'espère que l'intelligence collective va nous permettre de sortir de cette situation de blocage, parce qu'on n'envisage pas, comme on n'envisage pas nos repas sans bon vin du Gard, on n'envisage pas nos activités et la vie dans nos villages et nos villes sans culture. Allez, Corentin, une toute dernière question pour notre invité, puisqu'on arrive au bout. Et oui, c'est pour le salon de l'agriculture qui va démarrer le 22 février prochain. On a vu sur Objectif Gard que le département qui finance cette belle vitrine des producteurs et produits gardois passer de 300 000 à 200 000 euros. Est-ce que ça veut dire que c'est compliqué financièrement le département du Gard, que je remercie pour son accompagnement, parce que c'était très difficile depuis la loi NOTRe, l'engagement formel des départements pour l'agriculture, donc ça a bousculé quand même pas mal d'actions. Le département du Gard a continué sa présence et son militantisme pour l'agriculture gardoise au salon de l'agriculture. Aujourd'hui, de la présidente, je sais que le delta du budget sera plus pris sur la communication, mais pas sur le fonctionnement. On aura un beau stand, mais bon, le département du Gard, comme les autres départements, est soumis à des difficultés, des injonctions financières qui font que ça on peut l'atteindre. En tout cas, moi, je remercie le département du Gard d'être encore présent cette année, ce qui n'est pas le cas de tous les départements et notamment de départements voisins. Exactement. Donc, moi, je dis. Mais Corentin, il voulait juste s'assurer, puisque vous savez qu'il a l'habitude de monter. Oui, on le voit. Le mercredi, c'est bon. Le mercredi, nous c'est voulons être sûr que du coup, il y aurait bien le stand pour qu'il y aura de quoi manger. Pour monter à Paris et le stand d'agriculture. Voilà, c'est la journée traditionnelle du département. On fera un paquito ensemble avec la présidente. Voilà. Mais c'est important d'y être. D'abord, pour l'image de notre agriculture, mais c'est aussi très important de montrer la solidarité envers les agriculteurs. Merci beaucoup, Magali Somad, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous restez avec